matondi mingi bande ko balandi bisika nyonso bozali lelo ezali bongo mokolo moyenga dimanche le 14 octobre 2018 ezali bongo année ya centenaire oyo biso bakimbangiste tozali ko continuer toujours na kosepela na molulu yango kasi ndenge bozali komona awa tozali bongo na mboka ya Suisse na ville ya Genève esika wapi tozali bongo na kati ya musée toko découvrir maimason oyo ezali koleka na awa na kati ya musée mpona kokende musika nde tokosenga na bino tolanda na bokebi nyonso maimason oyo makoleka awa na musée. Bienvenue à toutes et à tous au musée d'ethnographie de Genève. Donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir accueillir aujourd'hui les représentants de l'église kimbangiste en Suisse, en les personnes de monsieur Fabrice Lumeto Matoala et monsieur Martin Malouza, qui est quelque part aussi, voilà, pardon. Donc, ils sont respectivement donc les responsables de l'église kimbangiste en Suisse et un membre de l'église kimbangiste à Genève. Donc les représentants sont venus, on le voit, on le sait, avec... Est-ce que vous m'entendez assez bien? Oui. Voilà, je m'excuse, hein, je vais parler plus fort. Voilà, hop. Donc les représentants sont venus, comme vous le voyez, avec beaucoup de représentants de la communauté de Genève est également présent. Donc aujourd'hui, on va passer, si vous le voulez, 1h45 ensemble environ. Je m'excuse déjà juste un peu pour le retard. On va passer une première heure ici, où moi je vais juste finir ma petite présentation contextuelle et ensuite on pourra s'asseoir à côté où il y a des chaises et des tabourets pour que nos invités puissent nous parler de l'église, de leur histoire, de leur pratique, de leurs croyances. Et ensuite la Faki reprendra le flambeau pour nous amener dans d'autres espaces du musée, dans l'exposition permanente, durant une vingtaine de minutes. Et ensuite on ira dehors pour profiter du beau temps aussi pour faire la musique dans le jardin. Donc juste pour vous expliquer pourquoi les kimbangistes aujourd'hui au MEG. Donc nous sommes dans notre exposition temporaire du moment qui s'appelle Afrique, les religions de l'extase. Cette exposition a notamment pour objectif de témoigner de la diversité du phénomène religieux en Afrique. Le commissaire de l'exposition, qui est également le directeur du musée, M. Boris Bastio, est parti d'un constat assez simple. En fait, il constatait qu'il y avait beaucoup de malcompréhension par rapport au phénomène religieux en Afrique, beaucoup de visions assez préconçues ou réductrices de ce qui s'y passe au niveau spirituel. Donc l'objectif, c'était d'essayer de montrer que c'est très diversifié, très riche, et que c'est pas forcément très éloigné de chez nous, d'où la décision de commencer l'exposition avec un regard sur les monothéismes en Afrique, qui inclut bien évidemment le christianisme, qui est une religion qu'on connaît bien, forcément en Suisse, en Occident. Et ce qu'on constate en fait dans cette première partie, c'est que le christianisme a une très longue histoire. Et pour montrer la vitalité de ces croyances en Afrique, au-delà,
on a profité d'une opportunité, c'est-à-dire qu'à Genève notamment, il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère qui portent des pratiques de religion, qui sont pratiquées et concrétisées dans cette expo par quatre produits ici. Je voudrais qu'on commence ici parce que ces quatre photos, c'est un peu comment le mec représente les kimbandistes au sein de l'exposition. Ceci ne témoigne pas forcément de tout ce que sont les kimbandistes, bien évidemment, plusieurs histoires, ce qui est avant, ce qui est après, c'est un moment tout à fait particulier. Et c'est ce que les visiteurs découvrent en fait, d'entrer ici. Nous, notre envie de aussi donner la parole aux représentants pour qu'ils puissent se rapprocher selon ce que c'est ici. L'unité Kibangui, c'est une maman qui était conseillère à l'association des mamans. Et puis c'était au mois de 2 ans. Et le mec nous avait demandé s'il pouvait participer à l'événement pour savoir comment nous verrions nos morts. Et ils ont pris l'occasion, ils ont pris ces photos sur l'autorisation de l'église. Et il y a une photo qui est un peu à gauche, c'est à l'église Lyon. Mais comme M. Lucas a dit, que ceci ne relate pas vraiment l'église kimbangiste. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vous expliquer en quelques mots ce qu'est l'église kimbangiste. Merci. Merci. Ce qu'on va faire. Je crois que nous sommes tous prêts et comme de coutume, nous commencerons notre conférence ou notre programme par la chanson Silwanzambi et juste après, il y a maman évangéliste qui nous conduira à une courte prière. Ukantila en do Silwanzambi ukansina mukimwana kyame ntela mese salu kyangunza nzambi itusadile salu kyanzambi mukeleka 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 tusadile salu kyanzambi mukeleka enzambi mbangitwa fuluka. Mujina ja wenzambi tatu mukelenga wa tijila mujina ja mwana Yesu Kristo mupungila wa jinanga mujina ja nyuma musambi wa tijila ye ujumweka le tatu simo kimbangu tatwendi wa mfumwetu Yesu Kristo. Papa tujitupinga je twasangene twasakijila bwalu wajitu kujalelwe jiwe wakutufeshe jitu etubana babantu ngani uvo mwikale mumanyi bwane mujitu ngeji ja Swiss jitu kujalelu tuvuma kujisangisha mwabe wa mize mwabe wa batoke bwa kwa kule jine jebe papa simo kimbangu papa chakumba tutukulombo le butufule luse tubika bifulu bya kuchanza chepe tutukulombo bwane ulo mwikale munkachi mwetu twajili wetu wa programme ne dekeri tutu shumbyanze byebe bana beba jibime ne kumpala boko kwa kula kwa bune ne butu bibwaji ne jebe papa simo kimbangu kianganilwa kukubalwa tumunyi mane mubiji we wakule mukana mwabo me yapatuka mukana mwabo yikale biwe wenzambi shumbyanze byebe owa peshema cha kumva ne bichima yakulama byenze kumujisoje bikatika byenze kumujisoje to mujinanja we tatu nzambi mujinja mwana Yesu Kristo ne bulonda bwanyu musambi. Amen. Amen. Son ministère, son arrestation, même jusqu'à sa mort. Il s'agit de M. Madouza Martin. Il est membre de la communauté, mais il est défenseur des droits de l'homme,
président de la CIRAC, une ONG intervenant auprès des Nations Unies, et il est coordinateur de la diaspora africaine Europe lors de la conférence mondiale contre le racisme. Et je laisse la parole à M. Malouza. Merci. Merci infiniment, révérend Fabrice. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, distingués invités et chers frères et sœurs kimbanguistes, permettez-moi de vous demander de nous lever pour une minute de silence en mémoire des souffrances indicibles endurées par Papa Kimbangu et les milliers d'adeptes qui trouvèrent la mort en déportation entre 1921 et 1960. C'est avec beaucoup d'humilité et avec un profond respect que je prends la parole dans ce haut lieu de la culture et du savoir, le musée d'ethnographie de Genève, pour présenter très sommairement, faute de temps, l'une des figures majeures de la spiritualité mondiale de tous les temps, défenseur des droits de l'homme, grand apôtre de la non-violence, qui s'est levé sur la route du XXe siècle en faveur des humiliés, des peuples humiliés, des peuples marginalisés et tout particulièrement des peuples noirs du monde, aussi bien ceux qui vivent sur le socle continental africain que ceux qui sont dans la diaspora. Présenter Papa Simon Kimbangu est un véritable défi et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il s'agit d'une personnalité multiple, complexe, au carrefour de plusieurs civilisations. Mais cette personnalité commence, fort heureusement, à être mieux connue du grand public, grâce notamment au travail inlassable des fidèles kimbanguistes, grâce aux récents travaux des chercheurs universitaires et des historiens de renommée mondiale comme Elikia Mbokolo, Sabakinu et bien d'autres de la diaspora historique dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Brésil. Le musée kimbanguiste en cours de construction en Kamba contribuera, je n'en doute pas, à apporter de nouveaux et précieux éclairages sur ce grand apôtre de la paix et de la résistance anticoloniale non violente qu'est Papa Simon Kimbangu. Je voudrais aussi à cet égard présenter mes sincères félicitations aux animateurs de la radio-télévision kimbanguiste, ici présents, et de la télévision kimbanguiste en Kamba, au siège international de l'Église et d'Europe pour le travail pédagogique de vulgarisation et d'information qu'il réalise avec une constance, un talent et un professionnalisme sans faille. Quel est le contexte mondial? Quel est le contexte local du monde, de l'Afrique, au moment où Papa Simon Kimbangu vient au monde le 12 février 1887? C'est le mercredi 12 septembre 1887 que Papa Kimbangu vient au monde en Kamba, un modeste village de la province du Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, 2 années à peine après la clôture de la conférence de Berlin, au cours de laquelle les puissances européennes de l'époque ont procédé au partage de l'Afrique et au tracé des frontières coloniales parfaitement arbitraires et insensées que nous avons encore aujourd'hui sur le continent africain. Le Congo, créé sur la base des explorations du journaliste Henri Morton Stanley, est devenu la propriété personnelle du roi des Belges Léopold II, tandis que le Portugal et la France viennent de s'arroger les 2 parties restantes des quelques empires, royaumes et formations politiques et sociales qui existaient dans la région, notamment le royaume du Congo, et qui vont s'appeler le Congo portugais, que nous appelons aujourd'hui l'Angola, le Congo français, que nous appelons le Congo-Brazzaville. La traite négrière transatlantique des esclaves d'Afrique vers l'Europe est en train de se poursuivre à un rythme effréné au moment où Papa Simon Kimbangu vient au monde.
malgré quelques voix isolées qui commencent à s'élever pour son abolition. Le mouvement de résistance anticoloniale Congo, lancé par le roi Vitankanga, que l'histoire occidentale va retenir va appeler du nom de Antonio Ier. Donc le mouvement de résistance anticoloniale Congo, lancé par le roi Vitankanga et par Mama Kimpa-Vita, appelée aussi Dona Béatrice, a été brisé par les esclavagistes européens. J'ouvre une parenthèse et que je vais refermer très rapidement. Avant de mourir, Maman Vita Kimpa-Vita, sur le bûcher, parce qu'elle est morte, elle a été brûlée vive par deux missionnaires catholiques, Bernardo da Gallo et Lorenzo da Luca, deux capucins, des moines capucins. C'est eux qui ont orchestré, géré l'organisation de ce bûcher, le martyre, qui ont organisé le martyre de Maman Vita Kimpa. Et avant de mourir, alors qu'elle est sur le bûcher, elle s'écrie, elle dit « Jésus, 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 voici l'œuvre de ceux qui prétendent être venus en Afrique en ton nom. Regarde ce qu'ils font ici au Congo. » Et c'était un moment, les flammes sont en train de brûler, et puis elle dit « Mon Dieu, nous vaincrons, parce que les enfants du Congo, les fils du Congo, les fils et filles du Congo sont vivants. Ils sont vivants. Ils sont vivants. » Et avant de rendre l'âme, Kimpa-Vita va encore dire dans un dernier sursaut, « Vous m'avez brisé, mais il y a quelqu'un qui vient après moi que vous ne saurez pas briser. » Faisant bien sûr référence de façon très explicite à Papa Simon Kimbangu. La résistance, je disais, lancée, anticoloniale, lancée par le roi Vitankanga et Maman Kimpa-Vita, Dona Béatrice, a été brisée par les esclavagistes européens. Le royaume du Congo, dont la capitale était Mbanza Congo, est en ruine après les attaques militaires répétées des Portugais, Espagnols et Hollandais. En 1908, le roi Léopold II remet le Congo. De 1885 à 1908, Congo, État indépendant du Congo, Association internationale africaine, l'AIA, Association internationale pour le Congo, l'AIC, et enfin, à partir de 1908, colonie belge. À la suite de la mort précoce de sa mère, c'est sa tante Kinzembo, Mama Kinzembo, qui élèvera l'enfant Kimbangu et assurera son éducation. Il reçut le baptême et fit ses études à la mission protestante de Ngomberu Tete et devient catéchiste en Kamba. En 1915, Papa Simon Kimbangu se marie avec Maman Marie Mouilou Kiawanga, avec laquelle ils eurent 3 enfants. Le premier, Kisorokele Lukelo Charles, nous a quittés à partir de l'hôpital de la Tour, ici à Genève, le 8 juillet 1998. 92, merci. Entre 1910 et 1914, Papa Simon Kimbangu reçoit ses premiers contacts. Il connaît ses premiers contacts avec un homme qu'il appelait Christ, mais qui n'est ni blanc ni noir, disait-il. Il n'est ni blanc ni noir, et qui venait régulièrement le voir, le visiter, soit en rêve, en songe, soit physiquement, et le plus souvent physiquement, et qui d'abord refuse d'obéir à ses appels, qu'il ne comprend pas, en expliquant qu'il n'est pas qualifié, qu'il n'est pas suffisamment qualifié, ni intellectuellement ni humainement, pour accomplir une si haute mission. Il quitte même son village, Nkamba, et s'est réfugié à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, pour fuir l'appel céleste. Mais à la suite de nombreuses déceptions à Kinshasa, il est difficile de vous parler de ces déceptions en détail, ça nous mènerait trop loin. Après, peut-être, lorsque nous aurons le moment de partage, nous pourrons expliquer en quoi consistaient certaines de ces déceptions. Donc, il se résout à revenir en Kamba où, le 6 avril 1921, le Christ lui demande d'aller guérir par imposition des mains une jeune fille du nom de Nchantondo, qui était malade
non loin de la route, de là où il s'est trouvé, il allait au marché pour aller vendre des produits agricoles. Papa Simon Kimbangu obéit cette fois. La jeune fille Nkiatondo est guérie et la nouvelle de la guérison miraculeuse se répand naturellement en Kamba et dans toute la région comme une traînée de poudre. Après la guérison de Nkiatondo, d'autres guérisons miraculeuses, y compris les résurrections des morts, vont se produire. C'est le début de ce que les historiens ont appelé le semestre effervescent en Kamba. Tout le Bas-Congo était secoué. Le Congo belge, secoué du nord au sud. Le Congo-Angola, secoué, touché par cette onde de choc. Des gens venaient avec des malades. Des gens venaient avec des civières, avec des cadavres, et qui souvent étaient ressuscités. À part quelques cas où les gens venaient pour défier l'Esprit Saint, qui était Papa Simon Kimbangu. L'onde de choc, comme je disais, donc, touche bientôt des régions éloignées comme le Congo français, le Congo portugais, l'actuel Angola, le Gabon et la République centrafricaine. Des foules nombreuses affluent en Kamba pour rencontrer le prophète. C'est ainsi qu'il l'appelait, Ngunza anti-Congo, le prophète, celui qui dit les choses à venir, Ngunza, le prophète, et qui guérit les malades et ressuscite les morts. Au Congo belge, l'afflux massif des populations vers Kamba inquiète l'autorité coloniale belge, les milieux d'affaires européens et les missions catholiques et protestantes qui assistent impuissants à la désertion de leurs églises et de leurs temples. Les prédications de Simon Kimbangu, qui dénoncent ouvertement le colonialisme et les discriminations, les humiliations dont les Noirs sont l'objet de la part des colons belges, pourraient constituer à terme, disait-il, une très grave menace pour l'entreprise coloniale et même ébranler, carrément ébranler à tout moment les fondations et la légitimité juridique présumée de la colonisation. Dans ses prédications, Papa Simon Kimbangu appelle aussi à renoncer à la sorcellerie, aux fétiches et aux autres pratiques magiques des nuisances, ainsi qu'aux danses obscènes. Le 26 avril 1921, l'administrateur du territoire de Tesville, aujourd'hui Mbanzangongu, Georges Morel, attire l'attention du commissaire du district du Bas-Congo sur le phénomène Kimbangu en ces termes. Je cite, « Depuis une quinzaine de jours, tout au plus, un indigène nommé Kibangu, pas Kimbangu, mais Kibangu, résident au village de Kamba, pas Nkamba, mais Kamba, chefferie de Zundu, qui se donne des allures de prophète et a acquis une popularité extraordinaire, qui n'est pas sans nous causer de sérieuses inquiétudes. L'intéressé se prétend inspiré par Dieu et avoir reçu le don de guérir toutes les maladies. Des centaines d'indigènes accourent de toutes les régions, amenant des malades et se rendant en pèlerinage chez le visionnaire de Kamba, croyant y recevoir la guérison. Je ferme les guillemets et je ferme la citation là. Le 11 mai 1921, Georges Léon Morel, en personne, se rend en Kamba pour une mission d'enquête sur Kimbangu. Dans son rapport, Morel indique que ce mouvement n'est pas politique, mais qu'il peut conduire au renversement et à tout moment de l'autorité coloniale belge au Congo. Le mot vient donc d'être lâché, renversement de l'autorité coloniale au Congo belge. À partir de ce mois de mai 1921, Papa Kimbangu, son mouvement qui commence à s'appeler Kindwadi, donc la communauté, et ses adeptes sont désormais dans le viseur du colonisateur. Le mercredi 1er juin 1921, Georges Léon Morel préside à Tesville une conférence à laquelle participent les responsables des missions catholiques et protestantes de la région, dont le révérend Jennings. Le missionnaire catholique fait observer qu'il est nécessaire d'arrêter immédiatement et partout le mouvement de Kimbangu. Son collègue protestant considère que l'on se trouve en présence d'illuminés. Donc des gens, oh, ça ne va pas aller très loin. Il est d'avis que le mouvement qui, à son origine, était purement religieux, pourrait dégénérer en action politique. Il exprime l'avis que ce mouvement doit cesser. Georges Léon Morel se rallie à ces deux opinions et estime qu'il faut mettre fin au ministère de prédication et de guérison
de Simon Kimbangu. Le commissaire de district du Bas-Congo, dans son télégramme du 2 juin 1921, estime aussi que le mouvement des Kamba a commencé à dégénérer en action politique. Il ordonne donc l'arrestation de Simon Kimbangu et de ses 4 auxiliaires, dont la plus connue, Mama Mandombe Mikala, Michael Mandombe. Le 6 juin 1921, Léon Morel se rend en Kamba à la tête d'une escorte de 24 soldats coloniaux, donc des Noirs de la force publique. C'est ainsi qu'on appelait l'armée du temps de la colonie belge, la force publique. Donc, il ordonne l'arrestation de Kimbangu et de ses 4 auxiliaires. La tentative échoue, nous sommes le 6 juin, la tentative d'arrestation de Papa Simon Kimbangu va échouer. Papa Kimbangu et plusieurs de ses fidèles parviennent à s'enfuir et à quitter même Kamba. Dans la lettre qu'il adresse au substitut du procureur du roi, Léon Morel écrit ce qui suit. Je cite: « Ce mouvement prophétique d'allure à la fois religieuse et politique a amené les populations du nord de mon territoire dans un état de surexcitation et de fanatisme district au sujet de ce mouvement prophétique. Je vous enverrai incessamment copie de ces pièces afin que vous soyez entièrement fixés. » Bref, il avait été décidé de mettre fin aux agissements des prophètes de Kamba, ainsi qu'en fait foi le télégramme dont copie s'y incluse. Je ferme la parenthèse. Par manque de temps, il sera impossible d'aller dans tous les détails. Je crois que je vais résumer pour vous dire qu'après cette visite de l'administrateur territorial de Thèsville, Georges Léon Morel, Papa Simon Kimbangu et beaucoup de ses adeptes vont entrer en clandestinité. Ils vont parcourir plusieurs villages, de jour comme de nuit, selon l'inspiration évidemment, selon la guidance. La guidance n'est pas un bon mot, il n'est pas français, il est anglais. Donc selon comment Dieu les guidait, voilà. Et je signale que Papa Simon Kimbangu avait un bâton qui n'était pas sa propre fabrication. Il avait un bâton qui lui a servi à plusieurs occasions. Et l'autorité coloniale belge a tout fait pour avoir ces bâtons, le lui arracher. Et c'est ce bâton, j'en parle parce que c'est très important, ce bâton permettait à Papa Simon Kimbangu de s'orienter, d'aller dans les directions où il n'y avait pas danger. Ce bâton, une fois qu'il était à l'horizontale, indiquait qu'il fallait maintenant lever le camp, que ce soit le jour ou la nuit. Une fois qu'il était à la verticale, cela signifiait qu'il fallait s'arrêter. Et aucune force au monde ne pouvait bouger ce bâton lorsqu'il est à la verticale ou à l'horizontale. C'est ce bâton qui a orienté donc le groupe des clandestins conduit par Papa Simon Kimbangu, pourchassé par les Belges, persécuté par l'autorité coloniale, jusqu'à la date fatidique du 11 septembre 1921. Le 11 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu se trouve dans une localité qui s'appelle Mbanza Nsanda. Sa mine est très grave et c'est à Mbanza Nsanda, comme beaucoup d'entre vous le savent, je m'adresse ici surtout à nos frères et sœurs, à mes frères et sœurs kimangistes et aux sympathisants kimangistes qui sont dans la salle. C'est à Mbanza Nsanda qu'il va faire ses adieux. Il va faire ses adieux parce que, dit-il, le moment est arrivé pour lui de se présenter à l'autorité coloniale. C'est donc spontanément qu'il va aller se présenter à l'autorité coloniale en Kamba, dans son village natal. Et avant de partir, il va prononcer un émouvant discours d'adieu. Un émouvant discours d'adieu dans lequel il va faire des prophéties extraordinaires. Pas seulement sur le Congo, pas seulement sur les Noirs ou les peuples noirs,
mais sur le monde. Et il faut dire à ce titre que beaucoup de ces prophéties sont encore tenues secrètes, vu le caractère stratégique de leur contenu. Mais pour aller faire court, dans son message du 11 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu va notamment annoncer l'imminence de l'indépendance politique et juridique du continent africain. Il va annoncer qu'après les indépendances africaines, nous allons assister à une montée irrésistible des dictatures cruelles qui vont créer un climat tel que la jeunesse du continent africain ne voudra plus vivre longtemps sur le sol continental, le socle continental, et il y aura un exode massif. Lorsque les kimbanguistes voient cette jeunesse qui est en train de mourir aux portes de l'Europe, en Méditerranée, à Lampedusa, à Ceuta et Melilla, dans les enclaves marocaines et espagnoles de Ceuta et Melilla, les kimbanguistes, je le répète, ne sont pas surpris, puisqu'ils avaient déjà été informés de cela. Lorsque les kimbanguistes voient la montée des Bokassa, empereurs, de tous les dictateurs africains qui se sont succédés, Idi Amin Dada, Mobutu et tous les restes, ils ne sont pas surpris parce qu'en 1921, dans son fameux discours d'adieu, Papa Simon Kimbangu l'avait annoncé. Il va aller plus loin. Il va aller plus loin. Papa Simon Kimbangu, dans ce même discours, va dire que nous allons assister dans les années à venir, dans les décennies à venir, à un bouleversement moral total dans le monde. Que nous allons assister à une inversion des valeurs morales. Pour tout dire, le bien sera considéré comme mal et le mal sera considéré comme bien. Aujourd'hui, on peut tuer publiquement sans que cela ne meuve qui que ce soit. Aujourd'hui, on empoisonne à tour de bras. Aujourd'hui, sous le regard de l'ONU, dans plusieurs pays, sans les citer, on assiste à des meurtres de masse sans que cela ne meuve, outre mesure, le pouvoir onusien. Il va plus loin. Dans ce même message, Papa Simon Kimbangu, pour dire que beaucoup de nos langues africaines seront oubliées au profit des langues occidentales. Je conjure mes frères et sœurs de revenir à leur langue maternelle, car elles seront importantes un jour. De ne pas oublier ces langues maternelles, de les enseigner à leurs enfants. Il va plus loin. Il dit qu'avec l'indépendance, qu'avant l'indépendance, il y a des déportations massives de mes fidèles, de mes adeptes, de mes amis, de ceux qui me suivent aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, vous ne reverrez plus votre Bakongo natal. Vous allez être déportés loin. Et beaucoup trouveront la mort là-bas. Mais ceux d'entre vous qui auront la possibilité de revenir, n'oubliez pas tout le travail que nous avons commencé ensemble. Après avoir parlé de cette façon, beaucoup de frères et sœurs commençaient à pleurer. Ils sentaient effectivement que l'heure de la séparation était là. La dernière parole qu'il va prononcer en Banzasanda, c'est en direction des malades, des morts qui continuent à être acheminés vers Banzasanda, puisque les gens avaient appris que le prophète Lungunza est en Banzasanda, donc il y a encore moyen de profiter de ces derniers moments pour amener nos malades. Il dit, comme le fait Saint Paul dans les Écritures,
Saint Paul avait utilisé une autre méthode. Il avait pris des mouchoirs de poche, voyant qu'il n'avait plus le temps de toucher personnellement les malades. Saint Paul, l'apôtre Paul, je parle de l'apôtre Paul, il avait pris des mouchoirs et il avait demandé aux assistants qui avaient des mouchoirs de les lui donner, les toucher là, il les avait frottés sur son corps, et puis voilà, il y avait des guérisons, des résurrections des morts. Mais Papa Simon Kimbangu va utiliser une autre méthode. Il dit, je ne pourrai pas, je n'ai plus le temps de guérir les malades qui viennent vers moi. Je n'ai plus le temps de les toucher personnellement. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Il prend son bâton dont je viens de parler, il le pointe dans les 4 directions, les 4 points cardinaux, et il y avait des résurrections des morts. Il y avait des guérisons. Des sourds entendaient, des aveugles voyaient, des paralytiques marchaient, des cadavres se redressaient. Et puis, il prend la route le 11 septembre pour se rendre à Nkamba, où il annonce à la population qui est venue l'accueillir que le moment est venu de la grande séparation, mais que c'est dans la volonté divine. Et il profite de même de cette occasion pour dire que demain, je serai arrêté. Mais que ceux d'entre vous qui n'ont pas suffisamment de force morale pour assister à mon arrestation, parce qu'elle va être violente et brutale, qu'ils quittent l'endroit où cette arrestation va avoir lieu. Je ne veux pas de violence. Je l'ai souligné, je crois, sauf méprise de ma part, que Papa Simon Kimbangu était un apôtre de la non-violence. À aucun moment, pendant toute sa vie, pendant tout son ministère, il n'a répondu par l'insulte, par l'invective, à qui que ce soit, malgré les provocations, malgré les humiliations de toutes sortes. Et il en a connu, et il en a connu, et il en a connu, et il en a connu. Il en a connu. Il en a connu. Il dit que ceux qui ne peuvent pas se retenir restent dans leur maison ou aillent dans leur champ, mais demain, le village va être encerclé par l'armée coloniale. Ils viennent pour m'arrêter. Soyez forts, nous nous reverrons. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit pendant ce court ministère, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le lendemain, effectivement, comme il avait annoncé, on voit venir les représentants de l'autorité coloniale belge qui viennent à la tête de 24 ou 25 soldats coloniaux pour procéder à l'arrestation presto illico de Papa Simon Kimbangu, qui n'oppose aucune résistance. Il y avait, hélas, dans l'assistance, un homme qui avait... Ah, ça c'était 6. Ah oui, pardon, merci. Oui, donc je vais faire une méprise. Oui, donc ça c'est effectivement un point. C'était le 6, lors de l'arrestation du 6 juin, qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas pu se retenir et qui avait quand même pris une pierre. Il l'a lancé à un soldat et le soldat a tiré sur un enfant et Papa Kimbangu était très fâché. Donc en Kamba, le 12 septembre 1921, il est arrêté, enchaîné comme un voleur, comme un vulgaire truand. Il est acheminé, les fers au cou, aux pieds, aux mains. Imaginez quelqu'un qui doit marcher de Nkamba jusqu'à Mbazangungu à Kesvik. Pour ceux qui connaissent les distances, c'est pas évident. Quand vous avez des fers aux pieds, eh bien, il va marcher jusqu'à Mbazangungu. À l'entrée de la ville, de Mbazangungu, le cortège conduit par un représentant de la colonie, un Belge, ils sont accueillis par un prêtre catholique qui apporte un plat de pigeons. C'est des pigeons bien préparés. Il dit Kimbangu, qui doit avoir certainement faim. Si ce qui t'emmène, ça ne les dérange pas.
Je souhaite que tu manges ça pour que tu reprennes de force. Papa Simon Kimbangu le regarde fixement dans les yeux et lui dit, c'est triste, que même toi, mon collègue, mon ami, avec lequel nous sommes censés faire le même travail, tu te prostitues, tu te livres, tu te vôtres dans ce genre de combine. Ces pigeons est empoisonné. Pourquoi m'avoir fait ça? Il dit, pigeon, va-t'en, reprends ta liberté. Le pigeon préparé, qui est dans l'assiette, reprend ses ailes, tout, on se retrouve devant un pigeon en entier et qui s'envole. Papa Simon Kimbangu va être donc détenu à Taisseville jusqu'à la fixation de son sort à travers un conseil de guerre. S'ouvre le procès de Papa Simon Kimbangu, le commandant de Rossi, un officier italien volontaire dans la force publique et juge unique. Ferdinand Dupuis assume les fonctions de ministère public, tandis que Belvers exerce celle de greffier. Donc, un conseil de guerre, une cour martiale, comme s'il s'agissait de militaires, eh bien, va siéger un conseil de guerre, c'est lorsqu'on juge des soldats. Pour les civils, on ne va pas instituer un conseil de guerre. Le lundi 3 octobre 1921, le conseil de guerre rend son verdict. La peine de mort est prononcée contre Papa Simon Kimbangu. Le prêtre catholique belge Joseph Van Wing du diocèse de Kisantu se félicite de ce verdict qui vient d'être rendu et précise même qu'il s'est déroulé, entre guillemets, selon toutes les règles du droit. S'il y a des juristes dans la salle, ils n'auront qu'à sourire. Ferdinand Dupuis, ministère public, mécontent du caractère excessif de ce verdict, interjette un appel suspensif auprès du roi Albert Ier de Belgique. Le samedi 19 novembre 21, le roi Albert Ier commue. Donc il transforme la peine de mort infligée à Papa Kimbangu en détention à perpétuité. Le samedi 3 décembre 1921, Papa Kimbangu, toujours enchaîné, est acheminé par train à Léopoldville en vue de sa déportation à Elisabethville. Avant que le train ne démarre, Papa Kimbangu avait souhaité voir ses 3 enfants qui étaient avec leur mère, Maman Mouilou. L'autorité coloniale intime l'ordre aux machinistes, un Sénégalais, de faire démarrer le train sans pitié vers Kinshasa. Et on n'a pas de temps à perdre d'attendre les fils de Kimbangu. Papa Kimbangu dit que ce train dans lequel je me trouve ne partira pas à Léopoldville, à Kinshasa, tant que je n'ai pas vu mes enfants. Le colon belge revient vers le machiniste, prêt à le fouetter. Il dit, qu'est-ce que tu attends? Fais démarrer le train. Il dit, je ne peux pas. Le train est comme cimenté. Je ne peux rien faire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces nègres? Papa Simon Kimbangu qui dit, tant que je n'ai pas vu Diangenda, je n'ai pas vu Tisolo Kele, Dianungana, ce train ne part pas. Finalement, on prend les enfants, ils viennent vers leur père, qui les embrasse, qui les salue. L'aîné avait 7 ans, les autres avaient, le plus jeune avait 3 ans. C'est après avoir vu ces 3 enfants et les avoir bénis, il dit au machiniste, maintenant tu peux aller. Le train a pu démarrer. Le samedi, donc, 3 décembre, disais-je, Papa Kimbangu, toujours enchaîné, est acheminé par train à Léopoldville en vue de sa déportation à Elisabethville, à plus de 2000 km du Bas-Congo. J'ouvre ici une petite parenthèse. Nous sommes dans les violations des droits de l'homme dont nous parlons à l'ONU, dont nous parlons à l'UNESCO, dont nous parlons à gauche et à droite, mais ici, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. C'est du vécu. Voilà quelqu'un qui n'a fait qu'obéir à un ordre divin et qui se trouve au cœur des humiliations les plus tristes. C'est qu'un homme peut faire à un autre homme quand il croit disposer de la vie des autres. C'est ainsi qu'à la conférence de Durban en 2001, la colonisation a été
qualifié de crime contre l'humanité. À Kinshasa, à Léopoldville, j'ouvre donc une parenthèse pour dire qu'il ne va pas tout de suite être acheminé à Thésville, à Élisabethville. Les colons et les catholiques et les protestants se concertent, mais surtout les catholiques et les colons, ils se concertent, ils se disent pourquoi dépenser tant d'argent pour ces nègres? Pourquoi ne pas en finir tout de suite, au lieu de perdre notre carburant à la cheminée avec les autres à Élisabethville. Élisabethville, c'est l'ancien nom de Lubumbashi actuel. Ils se disent, mais que faire? Ben, il n'y a rien d'autre à faire. Nous allons le mettre dans un tonneau, nous allons souder le tonneau et nous allons le plonger dans les eaux du fleuve. Qu'il meure là-bas dans le tonneau et puis voilà, on n'aura rien vu, eh ben, ni vu ni connu. L'idée n'est pas mauvaise. Donc, ils vont se retirer dans la banlieue de Kinshasa, dans une des banlieues de Kinshasa, qui s'appelle Lutendele. Lutendele, c'est un nom historique. C'est un nom historique. Il y a des œuvres sociales et agricoles de l'église kimbanguiste là-bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ces œuvres agricoles et sociales, il y a eu cette tragédie dont je vous parle. J'ai visité ces lieux de triste mémoire. Ils acheminent Papa Simon Kimbangu, enchaîné. Papa Simon Kimbangu, c'est bien évidemment où on l'amène, mais il fait comme s'il ne savait pas. Arrivé au bord du fleuve, il va venir un tonneau dans lequel on le plonge de force. Le tonneau est soudé avec la soudure métallique, et au bout de quelques minutes, on plonge ce tonneau dans les eaux tourbillonnantes du fleuve. C'est à l'endroit où le Congo-Brazzaville, la ville de Brazzaville et la ville de Kinshasa sont les plus proches. Et c'est à l'endroit où le courant du fleuve est le plus fort. La hauteur entre la berge du fleuve et l'eau du fleuve, là où on l'a plongé, rien que la hauteur, ça fait au moins une quinzaine de mètres. Et l'eau est très profonde. Ils vont plonger le tonneau là-dedans. Ils observent le fleuve pendant quelques minutes. Ils se disent, enfin, on est libéré. Quelle n'est pas leur surprise de voir quelques minutes après Papa Simon Kimbangu debout sur les eaux du fleuve, ne faisant aucun mouvement, ni dans le sens aller, ni dans le sens debout là-bas. Le prêtre catholique et les autres colons qui l'avaient accompagné lui disent à Papa Simon Kimbangu, non mais viens, on ne va rien te faire de mal. Avec ce qu'il vient de faire, ils disent on ne va rien te faire de mal. Papa Simon Kimbangu vient sur la berge, il dit au prêtre, comme ce qu'il avait dit en Banzangongo, c'est triste que même vous, le missionnaire catholique, vous vous livriez à ce genre de choses. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je n'ai fait qu'obéir à Dieu. Mais ce que Papa Simon Kimbangu ne savait peut-être pas, c'est qu'entre-temps, ils se sont rapidement concertés. Le prêtre et les colons se sont rapidement concertés pour trouver une alternative rapide. Que faire? Il est encore vivant. Le tonneau est dans le fleuve, on ne risque rien. Ce n'est pas demain qu'on viendra le retrouver. Pour l'histoire, ce tonneau existe. Il est quelque part. Il est quelque part sous la supervision du chef spirituel de l'église kimbanguiste. Ce tonneau existe encore. Les chaînes que Papa Simon Kimbangu portait ce jour-là dans le tonneau existent. Et ce sera justement l'un des points du musée qui est en construction en Kamba. Tous ces objets sacrés seront exposés là-bas. Je dis sacrés pour l'histoire à laquelle ils sont attachés, pas en tant que tel. Donc, ils se sont concertés et ils disent maintenant nous devons en finir autrement. À la guerre comme à la guerre, nous avons un revolver, et bien on va tirer sur lui. Donc Papa Simon Kimbangu vient. Dès qu'il arrive en leur présence, on le brutalise, on le met à genoux,
le colon vient, tire sur le flanc de Papa Simon Kimbangu, c'est de l'eau qui sort du revolver. Ils disent, mais c'est quoi ça? Vous l'avez bien chargé? Vous êtes sûr d'avoir bien chargé? Il dit, mais non, j'ai mis les balles devant vous. Mais donnez-moi un autre. Il prend un autre. Il tire sur le flanc de nouveau. Rien. Papa Simon Kimbangu qui leur dit, ne perdez pas votre temps. Ce que Dieu a prévu pour moi, ce n'est pas vous qui allez changer ça. Donc, voilà, pour faire bref, Papa Simon Kimbangu est toujours vivant. Il va être acheminé avec Mama Mikala et d'autres par bateau vers à plus de 2000 km de Kinshasa. Et c'est à Lowa que va rester un premier contingent, à Ubundu, le nouveau nom de Pontièreville, donc pendant le temps colonial on l'appelait Pontièreville. Et Papa Simon Kimbangu va arriver en janvier 1922, à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Kimbangu arrive à Elisabethville, il est immédiatement incarcéré à la section des prisonniers dangereux de la prison centrale d'Elisabethville jusqu'à la fin de ses jours, le vendredi 12 octobre. Donc, si vous avez observé les caprices du calendrier, je m'adresse ici à mes frères et sœurs kimbanguistes, et bien cette année, le 12 octobre est tombé un vendredi, comme exactement pour nous rappeler que c'était le vendredi 12 octobre 1951 que Papa Kimbangu avait quitté ce monde. Donc le 12 octobre, le vendredi 12 octobre 1921, après 30 ans de détention jour pour jour, Papa Simon Kimbangu meurt à 15 heures précises, exactement comme il avait annoncé au préalable à ses gardiens et à ses co-détenus. Il avait dit que je vais mourir le vendredi 12 octobre à 15 heures. Il dit, regardez vos mots. Voilà, je vais devoir m'abréger par deux parties dans cet entretien. Il y a la présentation biographique, celle que je suis en train de faire, et il y aura la présentation de la structure, l'architecture de l'église. Qui fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après la mort physique de Papa Simon Kimbangu? Donc, Papa Simon Kimbangu nous quitte physiquement le 12 octobre 1921 à Elisabethville, mais 51, pardon, 21, 51, pardon, toutes mes excuses. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Le 12 octobre, il meurt. Le 13 octobre, les colons décident de procéder à l'autopsie du corps. Ils vont ouvrir donc le corps de Papa Simon Kimbangu, et à leur grande surprise, très grande surprise, il n'y a pas de viscères dans le corps de Papa Simon Kimbangu. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de foie, il n'y a pas de pancréas, il n'y a rien du tout, pas d'intestin, pas de côlon, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un œil ouvert et un œil fermé sur le corps sur Papa Simon Kimbangu, sur son corps. Il tente de refermer l'œil ouvert, impossible, rien n'est fait. Il confie le corps à quelques fidèles, à quelques prisonniers du Bas-Congo qui vont procéder à l'inhumation, mais sous stricte surveillance policière. Nous sommes le 13 octobre 1921. Le 14, c'est-à-dire aujourd'hui, dimanche 14, Papa Simon Kimbangu apparaît d'abord à Elisabethville, à un colon. Il portait une petite Bible, un petit livre qui ressemblait fort à une Bible et qui était recherché par le pouvoir colonial. Au moment où le colon belge veut prendre ce livre, Papa Simon Kimbangu dit non, il n'est pas à toi.
Mais le Belge ne savait pas qu'il était en face de Papa Sémou Kimbangu. Vu l'insistance du colon à retrouver le livre, il le lui donne quand même, et il a 10 doigts à la main, il rejette le livre qui disparaît avec la personne qui lui avait remis, Papa Kimbangu. Au même moment, le 14 octobre 1951, Papa Sémou Kimbangu apparaît à l'hôtel Regina. Pour ceux qui connaissent bien Kinshasa, l'hôtel Regina, savent où se trouve l'hôtel Regina, l'ancien hôtel Regina. Plusieurs colons sont en train de manger. Eh bien, Papa Sémou Kimbangu apparaît en plein repas. Et ils disent, il faut maintenant savoir deux choses. Nous sommes menacés. La colonisation risque de s'interrompre à tout moment parce qu'avec cet homme et avec sa puissance, nous risquons d'avoir des surprises. Il faut intensifier les déportations. Il faut intensifier les relégations. Les kimbanguistes, les sympathisants vont être déportés en masse. Plus de 37 000 familles vont être déportées. Plus de 150 000 sympathisants, fidèles kimbanguistes, vont être déportés de leur Bakongo natal vers Ubundu, vers Elisabethville, vers Lowa. Donc, Papa Sémou Kimbangu n'est plus. En 1952, le 29 juillet 1952, Papa Sémou Kimbangu vient à Lowa en personne, mais sous d'autres traits. Il prend même le nom en Tchidouba de Ntoumba Joseph, pasteur de Ntoumba Joseph. Et il va passer toute une semaine avec les déportés. Nous sommes une année après sa mort. Il va vivre auprès des relégués à Lowa pendant une semaine. Voilà très rapidement, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre présentation. Mais avant de vous quitter, quelle était la mission de Papa Sémou Kimbangu? Cette mission a-t-elle pris fin ou pas? La réponse à la première question, la mission de Papa Sémou Kimbangu, c'est de réhabiliter dans leur dignité, dans leur honneur, tous les peuples du monde, et notamment et surtout les peuples noirs du monde entier. La deuxième question, est-ce que cette mission est achevée? Non. La mission de Papa Sémou Kimbangu n'est pas achevée avec sa mort. Elle n'a été qu'interrompue. Elle a été poursuivie par Mama Mouilou, par Papa Diangenda, par Papa Kisorokele, par Papa Dialungana, par tous les kimbanguistes de l'intérieur et de l'extérieur, par tous les sympathisants, par tous les hommes de bonne volonté, par les ONG, par la société civile qui adhèrent à son action non violente. Mais la mission de Papa Sémou Kimbangu n'est pas terminée. Parce que rien que pour le peuple noir, comment voulez-vous dire que la mission de Papa Sémou Kimbangu est terminée quand on sait qu'en 1444 venait de commencer la traite négrière, la première vague de traite négrière. Les Noirs étaient enchaînés comme des objets, comme des animaux, comme du bétail, emmenés vers les Amériques, vers le Brésil, vers les Caraïbes. Après la traite négrière, vient la colonisation. Et avant la colonisation, nous avons la parenthèse du roi Léopold II. Pendant cette parenthèse du roi Léopold II, l'exploitation du caoutchouc va faire plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Tripoli. Je parle d'aujourd'hui, nous sommes en 2018. Vous pouvez aller à Tripoli, avec 3 000 $, vous pouvez acheter un noir. Vous pouvez acheter un noir. La vie d'un noir ne pèse pas lourd. Vous pouvez aller à Lampedusa, voir comment les noirs meurent comme des mouches. Des bières stérilisantes pour les femmes noires. Des dentifrices pour exterminer les noirs. Dernièrement, c'est par là que je vais terminer, vous avez entendu parler de ce fameux meurtre au lion en Afrique du Sud. Après la conférence de Durban, après l'apartheid, un noir est allé demander son salaire, et bien le patron l'a pris et l'a jeté dans la fosse au lion et a été déchiqueté sans pitié. Et dernièrement, c'était l'année dernière je crois, un autre Sud-Africain a failli être enterré vivant
par son patron auprès duquel il est allé réclamer un salaire. Il y a beaucoup à dire et on dit souvent que l'histoire de l'Afrique, c'est la plus longue du monde. Je vous remercie. Merci. Malheureusement, faute de temps, nous ne pouvons pas continuer à la deuxième partie. Seulement, je vous dirais qu'après l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, sa relégation, comme on nous a expliqué, l'œuvre de Papa Simon Kimbangu fut soutenue par sa femme, Maman Mouilou, Marie Kiawanga, d'Italie, de 1921 jusqu'au 12 avril 1959. Je vous signale également que c'est Maman Mouilou qui donnera les premières cartes de premier catéchiste Kimbangis. Donc c'est elle également qui organisera dans la clandestinité l'église, ou qui accueillera les adeptes. On nous a parlé, si on avait le temps, on devrait également parler de pèlerinage de Nkamba. Ça a commencé même dans la clandestinité, donc en 1921 déjà. De gens affluaient Nkamba pour la guérison ou, comme maintenant, la construction. Brièvement, je dirais le mouvement qui était le mouvement Kimbangis. Je parlerai après la mort de Maman Mouilou le 27 avril 1959. La direction de l'église prendra un nouveau chef du nom de Papa Diangenda Kuntima, Joseph, le troisième fils de Papa Simon Kimbangu. Et c'est lui qui organisera l'église comme on les connaît maintenant. Pour le développement, je dirais c'est bon qu'il y a eu création, d'abord formation de pasteurs, notamment, je vais souligner ici, qu'il y a eu la participation de missionnaires suisses qui ont formé des théologiens Kimbangis. Également, il y a 1960, il y a la création de l'enseignement Kimbangis dans des écoles Kimbangis, des hôpitaux et des centres agricoles. Comme je dis, faute de temps, on ne pourra pas parler de tout cela. On nous a parlé de Papa Simon Kimbangu. On nous pose également la question de savoir qui est Papa Simon Kimbangu. Pour nous, Kimbangis, on parle souvent de l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, dans l'Église, on dit c'est le Saint-Esprit. On ne pourra pas vous le cacher. On est venu pour présenter notre croyance et surtout vous dire à quoi on croit et à qui on prie. Merci. Maintenant, je demande à la Faki de commencer déjà à jouer. Nous passerons dans l'autre salle et puis monter au premier étage. Voilà, juste un petit peu, monsieur le maître l'a dit, on va pouvoir sous la Faki dans l'exposition et ensuite à l'extérieur. Nos deux invités restent présents dans les murs, donc peut-être n'hésitez pas aussi à les solliciter s'ils sont d'accord pour répondre à d'autres questions. Mais peut-être juste, monsieur le maître, vous avez fait des copies, ça peut intéresser certaines personnes, du texte du jugement de Simon Kimbangu, qui sont disponibles ici. Donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à vous servir. Et voilà, je remercie la Faki de nous porter maintenant musicalement dans votre espace du musée.
exposition qui fait 1000 mètres carrés et qui contient que des objets qui font partie du patrimoine muséal de ce musée. Donc en fait, cette première partie qu'on a appelée le prologue, c'est un peu une entrée en matière sur pourquoi est-ce qu'un musée occidental, en l'occurrence suisse, a des objets qui appartiennent à tout plein de cultures de par le monde. Donc en fait, cette première partie, ces gros panneaux que vous voyez, sont plus une introduction historique sur la circulation des objets. Donc on parle bien évidemment de colonialisme, d'esclavagisme, de missionnariat, de travail ethnographique, et de toutes les manières d'après lesquelles les objets ont pu être récoltés et se retrouvent ici, et sont maintenant en fait conservés par le musée. Non, donc notre musée, il est particulier en tant que musée d'ethnographie. C'est-à-dire que souvent les musées d'ethnographie, c'est des institutions occidentales qui parlent de l'autre, donc de l'Afrique, de l'Asie, des Amériques. Nous, on a des collections qui viennent de tous les continents en fait, mais aussi d'Europe. C'est une de nos particularités, c'est qu'on a beaucoup d'objets qui concernent notamment les Alpes, toutes les traditions qui sont liées notamment aux traditions suisses. Beaucoup d'objets en fait exotiques venaient de l'étranger et étaient au début réunis dans ce qu'on appelle des cabinets de curiosité. C'était un peu des manières de voir des choses qui paraissaient étranges pour les gens de l'époque ici, qui avaient lieu ailleurs. Mais ensuite, les musées en tant que tels se sont fondés et ces objets sont sortis de ces endroits. Dans les collections du musée, il y a environ 80 000 objets donc de par le monde, d'ici et d'ailleurs. Là, c'est une sélection d'environ 1000 objets qu'on voit dans cette exposition qui veulent être un peu représentatifs de ce qui se passe en fait dans le monde. Nous, on est un musée municipal, donc on est lié à la ville de Genève. Et dans ce cas-là, il y a d'autres musées comme le musée d'art et d'histoire, le musée d'histoire naturelle. Oui, il y a beaucoup de musées, on est un pays assez culture muséale. Et à Genève en particulier, il y a des musées qui intéressent beaucoup les touristes. C'est le musée de la Croix-Rouge, qui a été aussi fondé à Genève. Et le musée de la Réforme, qui a eu lieu à Genève avec Calvin. Merci. C'est la salle de cinéma.
question pour le musée. Oui, alors nous, ça sera exposé ici au musée. Alors, si vous voulez, nous au musée, on a un patrimoine d'objets collections qui sont conservés par les conservateurs. Et ce qui est exposé au musée, en fait, c'est issu de projets scientifiques et c'est des sélections en fait très détaillées. Parce que rien que dans nos collections, on a 80 000 objets, sans compter l'iconographie. Donc il y a beaucoup de choses, c'est difficile de faire rentrer des nouveaux objets, de savoir lesquels il faut faire rentrer. Moi en tout cas pour moi c'est important ça au niveau du personnel du musée, parce qu'on a tous travaillé sur ce projet. Moi je suis content d'avoir pu organiser cette activité grâce à M. Lemuto. Donc moi c'est une manière de garder ça aussi dans les murs du musée, plus du côté des bureaux en fait. Mais je vais bien sûr en montrer à notre conservatrice en chef. Ça peut devenir aussi de l'iconographie pour documenter les Kimbanguistes en fait, au musée. Après votre présentation, le texte du jugement, pour quelle raison? Alors, c'est que l'autre intervenant qui était là, qui a expliqué, oui, voilà. il y avait un jugement. Voilà, exactement. Oui, c'était un jugement, donc quand si vous lisez, qui n'était vraiment pas... Oui, mais justement, voilà. Quand tu donnes quelque chose de faux. Alors, on vous donne ces choses-là pour voir, même dans le jugement, les mascarades. D'accord, c'est ça, pour montrer. Pour montrer. Parce que c'est un document officiel. Au moins, quand nous parlons, vous dites, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est vrai? On peut traiter des gens comme ça. Voilà, mais le document est là, tiré de eux-mêmes, au moins pour voir, même, vous rendre compte même du jugement même qui a été prononcé, qui n'était même pas falsifié. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Merci, hein. Merci. Après j'ai pu plus me renseigner du fait de l'exposition, mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste.